Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face ce matin, ce match entre nos deux invités. Raphaël Enthoven d'un côté, philosophe, éditorialiste et essayiste, auteur de Krasnaïa. Pardon, Krasnaïa. C'est du russe, il y a du rouge, ça veut dire rouge. Il y a du rouge en dessous. Aux éditions de l'Observatoire. Oui, et en face. et affront-tireur également, bien sûr. Oui. Et Guillaume Bigot qui est avec nous, politologue, éditorialiste aussi, et essayiste et auteur de Populophobie, le gouvernement de l'élite pour les élites et par les élites et pour les élites chez Plon. Oui, voilà. Donc le duel en fait entre vous, non pas pour représenter tel ou tel candidat, c'est-à-dire Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, et on va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour conclure cette campagne. Comment elle se situe, comment vous l'avez perçue, ressentie, la France en fait dans tout ça, l'Europe aussi bien sûr, mais la France parce que c'est assez intéressant. On commencera d'ailleurs par cette première question sur comment se porte la France selon vous. Le bien et le mal, on en a beaucoup parlé. Alors qui représente le bien, qui représente le mal? Parce que versus populisme, progressisme, les valeurs républicaines, les valeurs de la France, la culture en fait aussi de la France. Est-ce qu'il y a une culture ou pas toujours de la France? Parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait dans la bouche d'un candidat une remise en cause en fait à un moment donné. Voilà, ça fait partie des questions et qu'on va aborder. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez aussi vous-même, réagir et nous appeler au 0826 300 300, et avec Cécile, on sera un plaisir de vous donner en fait la parole et d'intervenir avec Guillaume Bigot et Raphaël Enthoven. Alors comment se porte la France selon vous? Finalement, on a vu Raphaël Enthoven, ça nous a un peu inspiré ce que vous écrivez en fait sur les réseaux sociaux, parce que vous écrivez beaucoup, vous passez beaucoup de temps, je sais pas comment vous faites, si vous dormez à un moment donné, ah oui c'est ça, en disant non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? La France, elle se porte très bien et on se tire en fait des balles dans la tête, quoi. Oui, non, c'était un coup de gueule, si vous voulez. Je m'indignais qu'un pays dont je disais qu'il était en bonne santé, ce qui ne veut pas dire que tout va bien, naturellement. On peut avoir des maladies quand on est en bonne santé, mais un pays dont les maladies ne le tuent pas. C'est donc un pays qui est en bonne santé, puisse à ce point prendre un tel risque avec son bulletin de vote. C'était ça mon point de départ. Pardon Patrick, vous avez dit dans votre présentation tout à l'heure, y a-t-il le bien et le mal? Et je voudrais m'empresser de récuser cette alternative en fait. Nul n'est détenteur du bien, nul n'est détenteur du mal. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas un castor. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire barrage au diable. En revanche... Ah non mais parce qu'il y en a beaucoup quand même qui mettent ça en évidence. Donc, ce que je veux dire, en ce qui me concerne, c'est pas alto-nazisme, si vous voulez, c'est alto-naze. C'est pas la même chose. Je fais barrage à l'incompétence. Ça n'est pas l'érection d'une digue morale. Et le mal, si vous voulez. En fait, donc je récuse la bipartition bien-mal. Il ne s'agit pas de lutter contre le mal, il s'agit de préserver la France du risque objectif que serait la présidence de Marine Le Pen. Donc c'est pas bien-mal. En revanche, et c'est ça que je veux dire en fait, ce qui était intéressant dans cette élection, et peut-être qu'on pourra tomber d'accord là-dessus, c'est que ne commencez pas sur les accords, commencez sur les désaccords. C'est en même temps. Par-delà l'apparent chaos de cette élection, il me semble qu'il y a, si j'aime pas le bien et le mal, je pense que le paysage politique a besoin de manichéisme, c'est-à-dire a besoin de bipolarité, d'alternance, de blocs clairs. Absolument. Et c'est très important. Et je vois dans cette élection la confirmation d'un mouvement entamé en 2017, qui est la gestation d'un nouveau face-à-face, qui n'est plus le face-à-face droite-gauche, le score de la droite républicaine et de la gauche. Là, pour le coup, on sera assez d'accord. C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que je le dis. Mais, sauf que je finis juste là-dessus. La transition, juste là-dessus. C'est juste ça me paraît important, je crois, au-delà de nos opinions. Bien sûr. Il me semble qu'on assiste à la gestation d'un nouveau face-à-face. Entre un camp... Alors, on peut l'appeler comme on veut, libéral, souverainiste, mondialiste, patriote, ce qu'on veut. Mais c'est ce face-à-face dont il faut préserver l'émergence comme un bien démocratique. Et ça, c'est intéressant. Alors, je trouve personnellement que Marine Le Pen est la très mauvaise mandataire des gens qui souhaitent s'opposer à Emmanuel Macron et qu'ils n'ont pas mieux, peut-être pas pire. Hélas, 3 fois hélas, je peux pas vous donner tort. Voilà, mais en revanche, il y a là, dans cette élection, quelque chose de l'ordre d'une construction politique. Revenons quand même un peu, cher Raphaël Enthoven, est-ce que vous disiez, la France, en fait, se porte bien, selon vous, dites-vous quand même, quoi. Non, je dis la France est en bonne santé. Je dis la France est un pays magnifique dont l'influence est 10 fois supérieure à la taille. C'est un pays qui tient tête à Poutine, c'est un pays qui est devant Poutine. Avec quelle efficacité? Écoutez, il fait ce qu'il peut. Guillaume Bigot, vous avez le sentiment qu'elle se porte si bien que ça, la France?
Écoutez, c'est le docteur Knock qui disait vous êtes en bonne santé, c'est très inquiétant. Voilà. Bon, non, je pense que Raphaël Antoven est philosophe et il a lu Descartes comme moi, comme beaucoup de gens qui ont fait de la philosophie en terminale. Et quand on met le bâton sous l'eau, il n'a pas l'air d'être droit. Il est tordu. Ma donc, raison le corrige aussitôt. C'est normal. Donc, un philosophe se méfie des impressions, des sensations. Et donc, la sensation d'insécurité, effectivement, dans le 6e arrondissement, on n'a qu'une sensation d'insécurité. Pourquoi le 6e? La sensation ou le 5e, ou le 4e. Vous savez, j'habite dans le 10e, donc je m'inclus dedans. Faites ce que vous voulez. Je m'inclus dedans. Où est-ce que j'habite, moi? Très parisien. Et moi, je fais ce que je veux aussi en finissant mes phrases. Donc, je m'inclus dedans. Je pense que quand on habite dans Paris, quand on habite dans les grandes métropoles qui votent Macron et qui sont portées par les courants de la mondialisation, on n'a absolument pas cette sensation ni d'insécurité. L'immigration, elle est très sympathique, très souriante parce qu'elle amène le déjeuner ou le dîner Deliveroo, parce que finalement, on n'a pas du tout l'impression que le niveau chute, parce que dans les bastions de l'excellence, le niveau reste très élevé, somme toute, et on n'a pas du tout cette impression qu'il y a un effondrement économique, parce que précisément, au contraire, cette politique de la globalisation et de la construction européenne pendant 40 ans, n'a fait qu'améliorer considérablement le niveau de vie de celles et ceux, pour reprendre l'expression consacrée du Petit Prince, de celles et ceux qui ont voté pour le statu quo. Donc c'est absolument normal. Donc il y a cette sensation et il y a la réalité. Mais la réalité, il faut toujours, je pense, non pas en philosophe que je ne suis pas, mais en tout cas, il faut toujours essayer de la mesurer. Et donc on ne peut pas dire que bien sûr la France va bien par rapport au Mali, la France va bien par rapport à la Grèce, la France va bien par rapport à la Corée du Nord, la France va bien par rapport à la Russie démocratiquement, même par rapport à l'Ukraine d'ailleurs. Mais en fait, la France par rapport à elle-même, il y a 30 ou 40 ans, relativement aux pays qui étaient comparables, les pays membres du Conseil de sécurité, les grandes nations et les grandes puissances, eh bien ce pays-là, il a avancé beaucoup moins vite, les inégalités se sont creusées fortement, si on prend quelques indicateurs clés. On peut aussi dire qu'il a perdu son empire colonial, tant qu'on y est. Non, alors il faut vraiment vous mettre à jour en matière d'histoire, parce que je parlais d'il y a 30-40 ans. Ah oui, d'accord, l'empire colonial, je sais bien que vous vivez en permanence dans la repentance coloniale, ça fait partie c'est pas la repentance, c'est pas moi, ça la repentance, vous m'avez mal lu. Parce que là on serait d'accord aussi, mais non, c'est sur le fait qu'on peut remonter très en amont sur le sentiment de la décadence. C'est pas le but, mais moi je parle pas de décadence. Ah d'accord. Pas du tout. Là vous m'avez mal lu aussi. Vous parlez de Deliveroo. Je parle simplement de faits, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a, chaque jour, chaque trimestre même, depuis 40 ans, chaque trimestre, l'équivalent de la ville de Fontainebleau qui a été soufflée par la mondialisation. Depuis l'euro, ça s'est accéléré. L'euro a fait à l'industrie française que le napalm a fait à la végétation du Vietnam. Voilà, c'est ça la réalité. Qui conduit donc à des difficultés telles que l'auditrice que nous avions hier matin qui disait moi je parle même pas de fin de mois, je parle de début de mois. Et je suis fonctionnaire de catégorie C et je n'arrive plus à salaire médian à 2000 €, c'est compliqué. C'est Coluche qui disait chez nous c'est la fin de mois qui est difficile, surtout les 30 derniers jours. Oui, enfin bon, Coluche il n'avait aucun problème. Oui, mais ça c'est assez indécent de dire ça parce que c'est pas ceux qui comptent euros qui disent ça. C'est une citation de Coluche qui date de 1982. C'est peut-être pour détendre l'atmosphère, mais les gens qui comptent leurs euros n'ont pas envie. Coluche a dit la fin du mois c'est difficile, surtout les 30 derniers jours. Les gens qui souffrent effectivement de ça sont pas mécontents que quelqu'un fasse rire en le disant. Mais bon, c'est un autre sujet. Vous me parlez de Descartes, j'adore. Vous me parlez de Deliveroo, j'aime moins, mais c'est la vie. Ce que je veux dire, c'est que c'est très intéressant cette revendication de l'impression, comme une revendication du réel ou de la sensation. Vous dites, en somme, Marine Le Pen est près des gens. Et les autres sont dans une sphère un peu abstraite. Non, je dis que, pardon, autant pour moi. Sont dans une sphère un peu abstraite, une sphère conceptuelle, un peu abstraite, une sphère conceptuelle. Et par ailleurs, sociologiquement, ils sont dans des quartiers où ils se font livrer, donc c'est cool. Dans quel monde étrangement simplifié vous vivez? La revendication de la sensation, de la proximité avec les Français, c'est ce qui faisait dire à Marine Le Pen en 2017, face à Anne-Claire Coudray, que face aux chiffres de l'INSEE qui montraient que l'inflation n'avait pas changé avec le passage à l'euro, elle a eu cette phrase extraordinaire, inoubliable. Elle a dit, eh bien madame, les chiffres mentent. Ce qui ne voulait pas dire que les chiffres étaient faux, c'était ceux de l'INSEE. Ça voulait dire qu'ils étaient méchants. Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui, au nom de la sensation, elle dit, les chiffres mentent, les Français s'en souviennent, j'adore. C'était la sensation contre les chiffres. Et en vérité, on fait semblant enfin de se mettre du côté de la sensation. En réalité, on se met du côté d'une impression subjective qui va dans le sens de ce qu'on pense, et on nie la réalité qui sont les chiffres. L'inflation n'avait pas augmenté. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne s'agit pas de nier la misère en invoquant des chiffres ou en disant que la France est en bonne santé. Il s'agit tout simplement de considérer que la misère n'est pas de nature à tuer ce pays et qu'il faut et qu'on peut au contraire y remédier dans la mesure du possible. Jamais complètement, ça c'est utopique, mais en revanche dans la mesure du possible. Et c'est très important. Un point encore. Oui.
sur les gens qui revendiquent la sensation. C'était la même chose au moment du climato-scepticisme. Jean-Marie Le Pen disait, pas Marine Le Pen, et elle pense pas pareil, peut-être, j'en sais rien. Jean-Marie Le Pen disait, j'ai jamais eu aussi froid cet hiver. Les tenants du réchauffement climatique se pèlent les miches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il opposait sa sensation à une théorie abstraite de réchauffement, etc. La sensation, c'est souvent l'alibi du déni. La sensation, l'impression, c'est très souvent une façon de tourner le dos au réel tout en se donnant l'air d'y être de plein pied. Voilà ce que je voulais vous dire. Le problème, c'est que votre argument se retourne comme un gant parce que le vôtre aussi, peut-être avoir manqué de clarté. Ce que j'expliquais, c'est que la sensation est toujours arquée sur une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on éprouve une réalité et donc on éprouve une sensation en fonction de cette réalité, et que c'est normal que la sensation des gens qui ne subissent pas les maux de la mondialisation ou de l'Europe, mais qui ont... Attendez, je vous ai écouté. Ouais, mais c'est ça qui est important. J'en sais. Quand savez-vous? Alors, j'en sais. Que savez-vous des gens à qui vous parlez? J'en sais que... Qui suis-je? C'est pas vous, en fait, le sujet. C'est pas moi, le sujet. Le sujet, c'est que ceux qui bénéficient de la mondialisation depuis 30 et 40 ans ont effectivement des raisons parfaitement objectives et parfaitement mesurables de se sentir de mieux en mieux. Parce que les profits ont explosé, parce que leurs salaires à eux ont augmenté, parce que ceux qui ont des diplômes, ceux qui habitent dans des endroits où tout va bien, ça n'a jamais été aussi bien. Et c'est d'où ce divorce, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle ils votent pour un candidat du statu quo, pour un candidat qui veut accélérer. Nous sommes au pied du mur, au bord du gouffre, disait-on à l'époque du Mao. Vive le grand bond en avant européen, c'est ça le sujet. Or moi je vous dis que de manière non pas ressentie mais de manière mesurée, froide, si vous voulez, presque un peu glacée, ou en tout cas de manière clinique, quand vous regardez les PISA, PISA, c'est clinique. Le classement vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est décroché. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous voyez bien que la santé en France, c'était l'une des fiertés, l'un des fleurons de la France. Les gens venaient du monde entier se faire opérer ici. Vous voyez bien qu'il s'est passé quelque chose, ou alors vous êtes totalement aveugle. Là, je parle non pas de sensations, je parle de choses qui sont absolument mesurables. Vous voyez, prenons des exemples précis pour être dans le chiffre, dans l'objectivité, si vous voulez. Le RMI RSA. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas les mêmes comptages. Si, j'ai vérifié, c'était les mêmes conditions d'accès. En 2007, il y a 400 000 Français qui vivent de ces aides. Aujourd'hui, il y en a 2 millions. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité chiffrée. Raphaël Enthoven. Oui, non, il y a un malentendu. Mon but n'est pas de vous dire que l'hôpital se porte bien, que l'école se porte bien, qu'il n'y a pas un problème éducatif, que l'éducation n'est pas concurrencée par les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas une baisse tendancielle du niveau des élèves, etc. Je ne nie rien de tout ça. Et je ne nie pas non plus le fait que des gens privilégiés peuvent avoir, le sentiment du haut de leur tour d'ivoire, faire la leçon aux autres en considérant qu'ils ne sont pas considérés par les leçons qu'ils dispensent. On a appelé ça la gauche caviar, la droite œuf de limpe, que vous voulez, je m'en fous. Ça existe depuis toujours, cette disposition du caractère. C'est pas ça dont je vous parle. Moi, je ne vous parle. Je vous dis que, si graves soient-elles, les crises de l'hôpital, de l'école ou d'autres espaces fondamentaux de la République sont des crises sur lesquelles on peut travailler, auxquelles on peut éventuellement remédier. Ça, c'est une autre histoire. Oui, bien sûr. C'est pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre aussi. Non, pardon, cet amalgame. Des problèmes qui ont plusieurs décennies ne sont pas créés. Cause et d'effet. Des problèmes qui ont plusieurs décennies ne sont pas créés par les gens qui aujourd'hui sont au pouvoir. Évidemment que si. Non, ceux-ci poursuivent cette politique. Non, vous pouvez pas dire ça. C'est trop simple. Monsieur c'est trop simple. Non, attendez, s'il vous plaît. Je dis juste qu'on peut travailler sur ces crises. On peut les remédier, on peut y remédier. En revanche, on aura toutes les peines du monde à considérer que c'est en changeant de système, changeant de façon de gouverner, organisant quasiment un coup d'État constitutionnel. Donc il faut continuer les pieds au plancher. Pas du Alors tout. Ça va pas bien. Pas du tout. C'est que c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. De continuer vers le gouffre. Pas du tout. Folie. Que le monde s'améliore. Je dis qu'il faut changer la vie. Mais non, vous êtes le Pangloss du MEDEF. Non, c'est Camus. Il faut changer la vie. Il faut changer la vie, mais pas le monde. On change la vie. On change la vie des gens. On améliore ce qu'on peut. Mais c'est vous qui voulez changer le monde. C'est vous qui avez changé le monde et qui voulait changer le monde avec la mondialisation et en transférant le pouvoir de Paris à Bruxelles sous prétexte qu'on serait trop petit. C'est ça que vous voulez changer. En accélérant la mondialisation, vous voulez effectivement changer le monde et vous avez dégradé la vie. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est dommage parce que ça partait bien. Mais non, c'est pas drôle. On va raccrocher à la question du bien commun parce que c'est la question. De quoi il parle. Je pense que c'est la seule question qui nous intéresse. À partir du moment où vous dites
si certains souffrent, qui correspondent probablement à une écrasante majorité, non pas des suffrages exprimés, parce qu'on sera assez d'accord sur le point que finalement cette souffrance et cette volonté de changer le système, elle est très mal portée, très mal exprimée, et que si vous voulez, cette mue de droite-gauche qui était probablement axée sur la question, disons, du socialisme, du capitalisme, comme au 19e siècle, elle a été axée sur la question de la République et de la monarchie. République-monarchie, c'est plus le débat, et capitalisme-socialisme, c'est plus le débat. Donc on continue à jouer à la droite et à la gauche, comme on joue aux Indiens et aux cow-boys, ça ne marche plus. Ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mais la mue, d'un côté, elle a bien opéré avec quelqu'un d'efficace et d'intelligent, Emmanuel Macron. De l'autre côté, cette mue, elle est en cours, elle n'est pas... Là, on est d'accord là-dessus. Mais là où il y a un problème, c'est que vous ne pouvez pas vous revendiquer du bien commun en disant, écoutez, vous souffrez de plus en plus, ça va de plus en plus mal. D'ailleurs, je l'entends, je le vois. Non. Vous êtes 60-70%, mais grosso modo, nous, les 30% qui vont bien, écoutez, on considère que vous êtes contre le bien commun. Guillaume Bigon, Raphaël Enthoven va vous répondre effectivement à ce sujet pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et puis, juste après, une petite pause. Et les auditeurs, en fait, vous écoutent. On revient dans un instant. Je dis juste, je peux dire quelque chose? Non, on revient dans un instant. Teasing, 0826 300 300 si vous êtes d'accord avec l'un ou avec l'autre ou inversement. On vous attend au standard, à tout de suite. Le Grand Matin. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Il est 9h37, le match des éditorialistes. Comment va la France ce matin? Raphaël Enthoven d'un côté, philosophe et auteur de Franc-Tireur, et Guillaume Bigot, politologue et auteur de Populophobie. Oui, alors tout à l'heure, il y avait en fait un décalage entre vous sur la sensation de ce que l'on ressent, hein, grosso modo. Si je résume il y a un décalage entre nous parce que mon camarade, il réinvente la lutte des classes là. Oui, non, mais alors c'est vrai. Donc juste avant la pause, c'est ça. Donc je veux juste répondre là-dessus parce qu'on a une discussion et soudain, elle est indexée sur de la sociologie présumée. Vous avez cité des tas d'arrondissements, aucun d'eux ne correspond au mien. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dommage d'ailleurs. Vous savez qu'on peut parler d'autres sujets que de vous. Vous n'êtes pas un sujet. C'est précisément la raison pour laquelle je m'indigne que vous ayez parlé de moi. C'est la monarchie ou les sujets sont politiques? C'est que vous réinventez la lutte des classes et ça c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que le fait qu'on soit en désaccord, c'est très bien. Qu'on soit en désaccord sur l'ampleur du mal, sur la nature du mal, sur le fait systémique du mal ou sur le fait amendable du mal, pourquoi pas. Mais qu'en revanche, on indexe ce désaccord sur une sociologie, ça donne des trucs absurdes comme Sébastien Chenu qui dit on sent qu'Emmanuel Macron est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, alors que Marine Le Pen, la pauvre, etc. Si vous voulez, c'est ridicule. C'est ridicule de réduire le débat à la question identitaire. Maintenant, c'est d'autant plus ridicule d'ailleurs que Marine Le Pen... C'est pas un procès à dominer, non? Et c'est d'autant plus ridicule d'ailleurs que... Oui, je me sens visé. Je me sens visé, si vous voulez, quand les arguments que j'essaie de développer se voient contrés par mon identité présumée ou par ma situation sociale présumée. Si, vous parlez de Deliveroo, vous parlez des gens... J'aime pas ça. Non, je m'incluais dedans, je dis qu'on habite dans Paris et que dans Paris, on ne ressent effectivement ni l'insécurité, ni le déclassement et que bien au contraire... Nous, parce qu'on a fait de bonnes études, grosso modo, on a été favorisés par tout ce qui s'est passé depuis 30-40 ans. Pour synthétiser, d'ailleurs, l'extension du domaine des libertés publiques. Pour synthétiser ce que vous voulez dire, alors pour résumer et synthétiser, alors pour qu'on soit bien d'accord, c'est que vous voulez parler en fait d'une France heureuse qui va bien, qui n'est pas la nôtre, voilà, et des cœurs de ville, etc. Et donc d'une autre France qui est complètement décalée. Je pense que le problème n'est pas d'avoir ces deux France, c'est d'avoir deux visions de la France, il me semble, qui s'opposent davantage. Il y a un peu de visions quand même, non? Ces deux visions de la France, sociologiquement, sont transcourants. Il y a toutes les classes, si j'ose dire, et toutes les classes sociales à l'intérieur de ces deux façons de voir. Le sentiment qu'on est plus fort quand on est tout seul, pour le dire simplement à ma manière, ou le sentiment qu'on est plus fort quand on est à 27, par exemple. Ce sentiment-là, ce sont des visions différentes de la France qu'on devrait détacher, je pense, des lieux où habitent les uns et les autres, parce que ce sont des vrais arguments et un débat qui mérite d'exister. Voilà. Non, mais qui est compromis chaque fois qu'on dit c'est normal que les gens pensent comme ça parce qu'ils souffrent. C'est ça qui pose problème, si vous voulez. D'abord, il y a des tas de gens qui souffrent qui ne pensent pas comme ça. Et donc, on ne peut pas indexer une opinion sur une souffrance. Sinon, on fausse le débat, toujours. Ok, c'est le drame mais c'est probablement un mal nécessaire de la démocratie représentative, que les représentants ne sont pas toujours accordés avec ceux qui sont représentés. C'est normal, le 6 juillet 40, toute la République et toute la Chambre du Front Populaire a voté comme un seul homme pour le maréchal Pétain. C'est très triste. Et peut-être que d'ailleurs une grosse partie des ouvriers, des paysans qui ont fait des bataillons de la résistance étaient assez d'accord finalement en pensant que cette figure un peu rassurante, cette espèce de papy brossard là, allait défendre la France, jusqu'à l'entrevue de Montoire. Et ensuite les rapports des préfets ont bien montré...
vais boucler, vous allez voir. Les rapports des préfets ont bien montré que le peuple français, notamment le populo, était complètement désaccordé. Et puis l'invasion d'Hitler, de l'URSS par Hitler a achevé de pousser le Parti communiste dans les bras de la résistance. Mais grosso modo, on a bien vu une chose à ce moment-là, et d'ailleurs moi j'ai lu récemment, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, le journal d'occupation de Maurice Garçon, qui est un formidable, fantastique. On voit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. On voit que les vedettes, les people, les journalistes, les magistrats, le tout Paris, c'est-à-dire quand même sociologiquement un peu les gens qui tiennent le manche aujourd'hui et qui appellent halte au fascisme, tous ces gens-là étaient couchés au pied de l'occupant. C'est ça qui se joue, qui est assez étrange. Oui, mais l'analogie, les deux situations vous paraissent comparables? Non, pas du tout, elles ne sont pas comparables. Il y a un point de comparaison. Non, mais attendez. Il y a une comparaison, mais Guillaume Bigot, Raphaël Enthoven. Non, je voudrais bien qu'on remette les pieds un peu sur terre et qu'on reste en fait par rapport à la situation que nous vivons et de ne pas faire forcément des parallèles parce que c'est bien, mais tout le monde ne peut pas comprendre en fait ce que vous dites à un moment donné. Il faut être capable parce que c'est bien de faire des références effectivement. Mais moi je voudrais qu'en fait on reste en fait à notre situation en fait actuelle. Donc qu'est-ce que vous voulez dire par là précisément, Guillaume Bigot, dans l'interrogation que vous voulez poser à Raphaël Enthoven? Qu'il y a en fait un système qui vit en fait autour de lui-même et qui est en décalage avec un autre, c'est ça? Sur la question de l'adhésion à l'Union européenne, parce que c'est ça le sujet, un des sujets importants, à mon avis, une des lignes de fracture fondamentales. Ce que vous appelez le souverainisme, en fait, j'appelle ça la République et j'appelle ça la démocratie. Donc vous voulez dépasser la République et la démocratie, c'est un choix d'ailleurs pour déplacer le pouvoir de Paris à Bruxelles. Ne me reprochez pas les défauts que vous m'avez inventés. Donc inventez-moi des défauts, mais ne me les reprochez pas. Vous répondrez, mais vous répondrez pas seulement par une pirouette, vous répondrez sur le fond, parce que l'article 3, il existe dans la Constitution, on ne peut pas le réécrire, ni vous, ni moi. Mais grosso modo, pourquoi je parlais de cette situation-là, et pourquoi je parlais de Maurice Garçon et de ce journal parce qu'à ce moment-là, on voit bien que finalement toute la classe dirigeante est à l'unisson, toute la classe dirigeante est d'accord avec Laval pour dire que l'Allemagne a gagné, etc. Et que grosso modo, il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. Voilà, ça c'est vraiment l'opinion de la classe dirigeante de l'époque. Et là, évidemment, la comparaison, elle est très très limitée. Dans toute comparaison, il y a des points qui l'invalident. Là, le seul point comparable, c'est que toute la classe dirigeante, comme un seul homme, c'est-à-dire Nabila, Le Medef, Mélenchon, Raffarin, Sarkozy, etc., tout le monde est derrière la défense du président de la République et appelle à sa réélection. C'est ça qui est étonnant. Et donc, on a ce point d'analogie, si vous voulez, et en fait, on voit bien que l'adhésion au projet européen, c'est une adhésion massive au sein des classes dirigeantes. C'est une adhésion massive, c'est un drapeau dont sont fiers, d'ailleurs, et ils ont le droit, c'est leur choix démocratique, dont sont fiers les gens qui votent pour Emmanuel Macron et les gens qui appartiennent à la classe dirigeante. Et d'une certaine façon, tous les notables, je répète, tous les notables sont favorables à cette construction européenne. C'est un fait sociologique que vous appelez, je rebalance la lutte des classes et je réactive la lutte des classes, mais c'est un fait que dans les classes populaires, il y a un rejet de ce drapeau et il y a un rejet de cette idée. Pardon, si l'adhésion à l'Union européenne était uniquement le fait des classes dirigeantes, des nantis ou des gens qui veulent avidement protéger leur système, elle ne ferait pas, si j'ose dire, et si c'est le vote Emmanuel Macron, ce vote-là ne ferait pas, ce qui est possible encore, plus de la majorité des suffrages. C'est-à-dire que... En 2005, vous voulez dire? Attendez, non, ça c'est encore une autre histoire. On peut parler de 2005, non, on ne verra pas sur 2005. Oui, parce qu'on est en 2022, quoi. Donc, non, mais c'est très bien de refaire l'histoire. L'histoire, elle se fait en ce moment. L'histoire, elle se fait en ce moment. Oui, absolument. Donc, si c'était uniquement les notables et les dirigeants qui protègent leur précaré, il n'y aurait pas plus de 50% des gens. Ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron n'incarne pas, le vote Emmanuel Macron n'incarne pas le vote de défense d'un système. Il peut l'être pour certains d'ailleurs, mais il incarne une certaine façon de penser les rapports de la France à l'économie, à l'Union européenne, aux relations internationales. Ce sont des gens qui ont trouvé bien qu'ils disent à Vladimir Poutine devant lui que Sputnik et RT étaient des organes de propagande. C'est des gens qui ont aimé le 100% santé. C'est des gens qui ont aimé des trucs comme ça. Ils ont le droit. Et ce sont des gens qui adhèrent à ça. Ça, c'est pas les dirigeants ou les nantis qui protègent leur système. Cette accusation du système est très intéressante, d'autant plus intéressante qu'on a avec Marine Le Pen la figure paradoxale d'un noviciat perpétuel qui est là depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'elle est dans le système, qu'elle est née avec une cuillère en diamant dans la bouche et qu'elle est depuis 40 ans dans le système et qu'elle se fait passer, comme Trump, exactement, comme l'avocate, l'émissaire, l'ambassadrice de ceux qui en sont exclus. Il n'y a pas plus appartenante au système que quelqu'un qui prétend s'en défaire. Et d'autant que le système adore les gens qui le détestent. C'est vous qui
menée avec la lutte des classes et le marxisme. Non, pardon, non, c'est pas prisonnier de ses origines. Non, je dis pas ça, pas du tout. C'est pas prisonnier de ses origines. Je dis juste que s'il suffisait de dénoncer le système pour ne pas lui appartenir, ce serait trop facile. Ça, d'accord. Il suffirait de dénoncer la loi du marché pour y échapper aussi. C'est pas le cas de Marine Le Pen. Elle n'échappe à rien du système. C'est la chouchoute des médias. Elle est l'invitée partout des médias qu'elle conchit. Vous pouvez en témoigner, les amis. Et sur l'Union européenne, j'ai juste une question. Je vous en prie. Pouvez-vous me citer, s'il vous plaît, camarades, une décision prise par l'Union européenne qui, depuis qu'elle est opératoire, disons depuis 1957, une décision de l'Union européenne qui est contraire aux décisions, vous allez dire les intérêts peut-être, mais je parle d'une décision de la République française. Un seul choix de l'Union européenne qui a contrarié un choix de la République française. Il n'y a qu'un seul exemple et il était allemand. Il est allemand. Les Allemands avaient besoin de faire passer via l'Union européenne une loi sur le tabac qui était impopulaire chez eux. Ils ont invoqué Bruxelles et ils ont fait passer la loi. Mais en France, il n'y a aucun exemple. Alors, toutes les décisions qui ont suivi l'adoption du traité de Lisbonne, toutes sans exception, sont contraires à la volonté de la République française. Parce que, de mon point de vue, là, on peut-être... Il va revenir à 2005, c'est lui. Non, mais il y a eu beaucoup de directives. Il y a des cascades. Il y a des tonnes et des centaines et des milliers de décisions qui ont été prises en application de quelque chose qui relève d'une pure forfaiture. C'est-à-dire qu'en fait, de mon point de vue, c'est peut-être là la ligne de fracture, pour moi, on peut être plus royaliste que le roi. Parce que le royalisme, c'est un système de pensée, d'un système de pouvoir, et on peut dire que le roi n'est pas bon, alors on veut changer le roi, tout en étant royaliste. On ne peut pas être plus démocrate que le peuple. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, par ailleurs, détacher la République de la démocratie. C'est un exercice de haute voltige. Je sais que vous êtes habitué à passer à travers des cerceaux de feu conceptuels, etc. Et à tomber sur vos pieds, à faire tourner des ballons sur... voilà. Mais grosso modo, ça va être compliqué de détacher la démocratie de la République. Donc, grosso modo, oui, le peuple français a décidé contre, et oui, la classe dirigeante comme un seul homme. Quand on regarde d'ailleurs le vote à Versailles, c'était comme un seul homme. Dans un instant, on poursuit Raphaël Enthoven et Guillaume Bigot. Il faudra dire un mot sur 2005. Oui, je ne sais pas. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps parce que on voudrait parler en fait des valeurs aussi républicaines, des valeurs en fait aujourd'hui de la France. Ça fait le lien. Et on devait évoquer d'ailleurs le bien et le mal aussi tout à l'heure. Pour terminer cette émission. 0826 300 300 si vous voulez participer au débat, si vous trouvez le temps. On vous attend au standard, à tout de suite. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face, ils ont pas mal de choses à nous dire sur ce match des éditorialistes ce matin. Raphaël Enthoven d'un côté, Guillaume Bigot de l'autre. Vos appels 0826 300 300 si vous avez bien entendu envie de débattre avec eux. Oui, je voudrais bien connaître en fait votre avis en fait aujourd'hui sur ce que sont les valeurs républicaines et les valeurs de la France. Est-ce que d'ailleurs il faut les dissocier ou pas? Raphaël Enthoven. Oui, je pense qu'il y a vraiment deux façons d'aimer la France. La première est d'aimer son terroir, ce qu'on appelle la francité, son patrimoine merveilleux, son vin, sa littérature, sa philosophie, son style, sa grandeur, bref, son histoire par exemple. Le problème de cet amour-là, si vous voulez, le problème de faire prévaloir cet amour-là sur l'amour de la République et de ses principes abstraits, c'est que c'est un amour qui a tendance à nier la présence des pages sombres de la France, à considérer qu'en somme, c'est dire du mal de la France de parler de crimes contre l'humanité au moment de la colonisation, ou bien c'est dire du mal de la France que d'insister sur la période de Vichy. Je pense exactement le contraire. Je pense que, comme dit Camus, je voudrais aimer mon pays tout en aimant la justice. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, et ça c'est peut-être une autre différence très importante, en tout cas ça nous opposait frontalement aux Zemmouriens, mais ça c'est une autre histoire, c'est la raison pour laquelle, à mon sens, l'amour de la République l'emporte, si j'ose dire, sur l'amour de la France, au sens où le patriotisme l'emporte sur une modalité du nationalisme ou une modalité du communautarisme national. La France, en soi, n'est pas une valeur en soi. Être français n'est pas un bien en soi. La francité n'est pas une vertu magique, un dispensateur magique de vertu. Ça marche pas comme ça. En revanche, la France est un grand pays parce que c'est une république et parce que son influence est magnifique à ce titre. Voilà. Oui. Guillaume Bigot. Je vais essayer de répondre à ça parce que il me semble, on pourrait toujours dire il y a le violon, il y a la musique que produit le violon. Moi je pense que l'analogie est un peu limitée parce que le violon effectivement il produit une musique, mais là c'est comme si le violon avait inventé la musique. Autrement dit, la France charnelle, la France de la francité, la France des terroirs, la France de tout ce qu'on veut, des rois de France, elle a inventé cette idée et elle a abouti finalement à cette idée qui est une sorte de quintessence qui était déjà présente en creux finalement déjà longtemps avant sous la monarchie.
hiérarchie. Pourquoi ? C'est un bon débat, ça. Pardon, je fais juste une parenthèse. C'est un génial débat, mais il faudrait 3 heures pour l'avoir. On revient sur cette question. Mais vous m'avez entraîné là-dessus, c'est à la France citait 2 idées de la France. Moi, je pense que c'est impossible de détacher l'idée de la France telle qu'elle est. Ça n'a aucun sens. Sans le violon, il n'y aura plus de musique. Voilà, c'est pointe à la ligne. Donc, à partir de là, moi, il me semble que la question qui est posée, c'est est-ce que la France a à se reprocher ce que les plus grandes puissances du monde aujourd'hui, c'est-à-dire la Chine avec le maoïsme et son cauchemar de dizaines de millions de morts, ce que l'Allemagne avec ses dizaines de millions de morts innocents, ce que les États-Unis avec le génocide des Indiens peau rouge et l'esclavage, est-ce que la France, dans les grandes nations du monde aujourd'hui, a ça sur la conscience? La réponse est qu'elle a des crimes de guerre, la réponse est qu'elle a effectivement des zones d'ombre, la réponse quand on regarde dans le détail historique, c'est qu'effectivement, pas que sa classe dirigeante, mais surtout sa classe dirigeante a plongé les mains dans le sang et peu dans le cambouis, mais qu'en fait, surtout, la France, c'est une très grande puissance qui n'a jamais été un empire. Et en fait, elle s'est même opposée à l'empire. C'est sa figure de style. Et il y a une phrase magnifique de Malraux qui dit, finalement, Jeanne d'Arc, c'est la seule figure de gloire qui fut aussi une figure de pitié. C'est ça, la France. C'est une très grande puissance parmi les nations qui n'a jamais fauté. Alors évidemment, comme la classe dirigeante a fauté, elle voudrait absolument que l'ensemble du drapeau se couvre de cendres. Eh bien, non, nous ne nous couvrirons pas de cendres pour les saloperies qui ont été faites par le tout Paris à l'époque de l'occupation. Non et 3 fois non. Et surtout, il y a un indicateur fondamental de ce qu'est l'Union européenne, du degré d'adhésion à l'Union européenne. Pourquoi la Grande-Bretagne en est sortie? Pourquoi la Suisse n'est jamais rentrée? Pourquoi certains pays scandinaves ne sont jamais rentrés? Pourquoi les pays en Europe adhèrent plus ou moins à l'Union européenne? Parce qu'ils ont plus ou moins des choses à se reprocher pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Les pays les plus européens ont été les pays les plus collaborateurs, l'Allemagne en tête. Oui, Raphaël Enthoven. Donc c'est une piscine purificatrice, l'Europe, si vous voulez. Ok, il y a plusieurs trucs. La France n'a pas commis que des crimes de guerre. Le Veldiv, c'est pas un crime de guerre. C'est pas ça, un crime de guerre. La France a commis des choses épouvantables. Et l'honneur, c'est la France. Ah non, c'est la France. Ah non, c'est le pouvoir. C'est la classe dirigeante française. C'est les mêmes qui nous font la leçon aujourd'hui. C'est trop facile. Non. C'est trop facile d'inventer. Pardon. Chacun son tour. Chacun son tour. La France a commis des choses épouvantables. La France a commis des choses épouvantables. Sa classe dirigeante, les gens qui dirigeaient la France, les gens qui ont été élus. Ils n'avaient pas été élus. D'accord, il a été élu par le Parlement. Mais je voudrais finir. La France s'est rendue coupable de choses épouvantables dans son histoire. La lucidité commande de les regarder en face. La tête dans le sable n'a jamais empêché l'arrivée du train. Oui, mais pas les crimes contre l'humanité. Je finis, après vous m'interrompez. La France a commis des crimes épouvantables. Pendant la colonisation, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, c'était la France. C'est comme ça. Il faut l'assumer. Ne pas l'assumer relève du déni et, à mon avis, est très dangereux parce que ça ménage la possibilité que ça revienne. Et j'en viens à la Chine ou à la Turquie, justement. La grande différence entre la France, la Chine et la Turquie, ça n'est pas qu'ils aient des passés différents, qu'ils se soient rendus coupables de prédation, de nature ou d'ampleur différente. La France n'a pas génocidé le peuple arménien. Non, c'est vrai. Nous n'avons pas commis cela. Par exemple, la France n'a pas génocidé le peuple tibétain, ne s'en prend pas aux Ouïghours en ce moment. Mais le présent, lui, la situation présente, c'est quoi? C'est que si en Chine, vous dites ce que je viens de dire, vous allez en prison, on vous met peut-être une balle dans la nuque. Si en Turquie, vous dites ce genre de choses, vous allez en prison de la même manière. En France, vous pouvez le dire. C'est on est d'accord. Notre bien commun et ce que nous avons à préserver et la raison pour laquelle on ne peut pas considérer que les choses sont équivalentes, c'est que la France est un régime de liberté. Et pourquoi ? Parce qu'elle regarde son passé en face. Parce qu'elle ne nie pas l'obscurité des pages sombres qui furent les siennes. Parce qu'elle fait la différence. Parce que sans nier son histoire, elle fait la différence entre l'épisode monarchique, long, le millénaire monarchique, et le moment républicain. C'est aussi une différence à faire et c'est à l'honneur du pays. Merci Raphaël Enthoven. Guillaume Bigot, on fera le match retour. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que c'est vrai qu'on a on a fait beaucoup de parenthèses sur l'histoire. Radio, on fait un match retour. Mais bien sûr, c'est bien. C'est intéressant ça. Il n'y a pas de match unique. Pour faire même un championnat, si vous voulez, avec plusieurs rencontres. C'était encore plus passionnant.